Marie Patouillet. Elle l'avait dit, après Paris, j'arrête. À 36 ans, sacrée en poursuite, Marie Patouillet a mis un terme à sa carrière de cycliste après les Jeux paralympiques, avec une médaille d'or en poursuite et une autre d'argent en contre-la-montre sur piste. Victime d'une malformation orthopédique du pied gauche, façonnée par l'esprit de compétition, cette militante LGBT que l'on a rencontrée à Sportel Awards a vraiment de l'ADN de championne. Bonjour Marie Patouillet. Bonjour. Merci d'être venue à notre micro pour ce podcast ADN de champion pour Sportel Awards. Ravie de vous accueillir. On va se tutoyer puisque c'est une conversation pas entre championnes, hein, mais... Oh, pourquoi pas. Bon, on est toujours champion de quelque chose de toute façon dans la vie. Alors, une médaille d'or, une médaille d'argent, c'était pas prévu comme ça quand même. Qu'est-ce que tu... Si, c'était ton objectif. Non. Non, c'était pas prévu et pour être honnête, j'avais pas prévu grand-chose pour ces Jeux, si ce n'est la volonté de faire quelque chose de magique. Mais ceux qui me connaissent savent que derrière la magie, j'y mets pas forcément les médailles, j'y mets surtout les émotions, j'y mets surtout le partage et en particulier l'amour. Et voilà, c'était surtout ça mon objectif, c'est que j'avais conscience que c'était mes derniers Jeux et je voulais qu'ils soient magiques. Mais ça a été magique. Bah, visiblement, ça a été magique, ouais. Il n'y a rien de plus fort. Ça pouvait pas être mieux, en fait. Non, ça pouvait pas être mieux. Et je me sens hyper chanceuse de prendre la décision de mettre fin à ma carrière là, après tout ce que je viens de vivre. Est-ce qu'on peut redescendre après des Jeux comme ça, après des émotions comme ça, après des résultats comme ça ? Oui, on peut redescendre. Ce qui me surprend, même si je suis encore un peu vigilante là-dessus, c'est que j'ai pas eu de redescente aussi brutale qu'à Tokyo. Tokyo, il y a vraiment eu je rentre à la maison et là, ça a été dur. Paris, alors peut-être que je m'y préparais depuis plus longtemps et que j'avais un peu plus anticipé, mais la redescente, elle se fait tout en douceur. D'accord. Mais peut-être parce que j'étais apaisée aussi à Paris et elle n'est pas si brutale que ça. Alors justement, je t'ai entendu dire que Paris, c'était les Jeux de l'apaisement. Oui. Alors déjà, est-ce que j'ai une Marie apaisée ? Oui. Très. J'irai même plus loin que l'apaisement. Aujourd'hui, je me sens alignée. Je me sens alignée avec qui je suis, je me sens alignée avec mes valeurs. Et cet alignement-là, il fait du bien et il apaise. Ces valeurs, on peut en parler. Il y en a beaucoup. Oui. Il y a des combats, il y a des credos qui sont exceptionnels. D'où ça vient cet engagement pour tellement de choses ? On va en parler après, on va détailler, mais d'où ça vient tout ça ? Malheureusement, ça vient de l'expérience personnelle. Quand on expérimente ce que subissent beaucoup de minorités, il y a un moment donné, il y a une colère qui est tellement présente, qui est tellement forte que on est un peu dans l'obligation ou dans l'urgence de faire quelque chose et d'agir parce qu'on peut pas vivre avec cette colère, avec ce sentiment d'injustice. Et ça a été un long processus de savoir par quelle voie je voulais évacuer cette colère pour que ce soit aussi efficace, que ça serve aussi aux autres. Et ça a pris la forme des prises de parole que j'ai eues, des actes aussi que j'ai pu produire et ils font partie aussi de ma carrière de sportive. Donc ça remonte loin. Est-ce que naître différent, c'est difficile ? Oui, naître différent, surtout quand on est enfant, c'est compliqué parce qu'on ne comprend pas pourquoi. On vit du coup le regard des autres comme une injustice, on vit la moquerie comme une sentence totalement arbitraire et injuste. Et c'est compliqué. C'est compliqué de devoir accepter dès le plus jeune âge qu'on ne rentre pas dans les bonnes cases, que dans tous les cas, peu importe les efforts qu'on fera, on sera pas dans les standards. Et il y a eu tout un cheminement de nombreuses années pour arriver aujourd'hui à la fierté de pas rentrer dans ces standards, justement. Alors on parle de la petite Marie qui a quel âge là par exemple ? À quel moment t'as été le plus touchée ? Est-ce que tu as un souvenir de ça ? C'est le primaire, l'école primaire, quand les enfants commencent à savoir s'exprimer, quand primaire jusqu'à
Finalement, ça nous lâche pas trop, quoi. Une fois qu'on se sent différent et que petit à petit on s'exclut, ça nous suit pendant toute la scolarité. Et puis il faut tout ce temps pour s'accepter, pour savoir qui on est, parce qu'une fois qu'on sait qu'on rentre pas dans les cases, ça répond pas à la question de qui on est et ce qu'on veut, et c'est long de se découvrir. Bien sûr. On peut parler de ce handicap ? Comment tu l'as découvert ? Comment tu l'as appréhendé ? Comment tes parents te l'ont expliqué ? Ce handicap, donc c'est une malformation orthopédique au niveau du pied et de la jambe gauche de naissance. Donc je le découvre dès la naissance, tout de suite. Oui. D'autant plus que ça nécessite un suivi orthopédique régulier. Donc tous les ans, j'ai ce rappel de me dire je suis différente. Mes parents, ils sont assez désarmés eux aussi. Ils comprennent pas pourquoi, et c'est un peu compliqué pour eux de répondre à mes questions. Et finalement, là où je retrouve refuge, c'est auprès du chirurgien qui me suit. C'est lui finalement qui est l'expert et qui arrive à répondre le plus justement à mes questions. Il y a un souvenir plus douloureux qu'un autre sur cette période scolaire où tu as pu avoir des amis ou des ennemis ou des gens qui t'ont peut-être trahi, fait du mal, ou tu t'attendais pas forcément à ce genre de moquerie. C'était quoi ? Tu étais dispensée de sport ? Non, le sport, j'en avais besoin. Pour moi, il était vital. Et c'était en même temps par le sport que je réglais mes comptes aussi. C'est-à-dire que c'était pendant les cours de sport ou à la récré que je montrais à tout le monde que mon corps était différent, mais que je pouvais faire mieux qu'eux ou mieux qu'elle. Et c'était un peu mon ring de boxe à moi pour régler mes comptes. Non, les souvenirs, ça va être des crachats à la piscine, ça va être de retrouver ses affaires dans la poubelle, ça va être de pas être invité aux soirées, ça va être toutes ces petites choses qui font qu'on se sent en marge et qu'on vit mal quand on est petit, parce que quand on est petit, on a besoin d'appartenir à un groupe, on a besoin d'appartenir au groupe des cools, on a besoin et c'est pas évident de se sentir seul. En tout cas, c'est magique d'avoir fait de ce handicap une force, de cette différence une force. Parce qu'en fait, c'est ça que tu as fait. Tu as réussi à puiser dans cette différence et dans cet état d'esprit le meilleur pour transcender ça, quoi. Je pense que je sais pas si j'en ai fait une force, mais en tout cas, j'ai eu des inspirations autour de moi assez puissantes et assez fortes pour me montrer qu'on pouvait faire différemment et qu'on pouvait être heureux et heureuse différemment. J'ai surtout chez des femmes de ma famille, des personnes assez incroyables, et je pense en particulier à ma grand-mère qui, elle, est artiste, peintre, et qui m'a toujours partagé un sentiment de liberté à une période où la femme était encore très normée. Il fallait qu'elle reste à la maison, il fallait qu'elle s'occupe des enfants, et elle me dégageait tellement de liberté que pour moi c'était possible en fait d'être différente. Il fallait juste que je me laisse du temps. Et c'est vrai que petite, je me disais quand j'avais des moments un peu trop tristes, je me disais mais t'inquiète pas, à 30 ans ça ira. 30 ans, c'était 30 ans. J'avais mis 30 ans âge. parce que j'avais l'impression qu'à 30 ans c'était l'âge où on touchait du doigt le fait de se connaître. D'accord. Voilà. Donc tu as fait une programmation, ouais. Et tu as respecté ton programme parce plus ou moins, à quelques années près, parce qu'à 30 ans, je n'avais pas encore l'alignement que j'ai aujourd'hui, mais en tout cas, j'avais visé la bonne dizaine. C'est clair. Et qu'est-ce qui fait que est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais être championne ? Je vais être championne. Non. Je me le suis jamais dit. Je me le suis jamais dit. Je me suis toujours juste dit, écoute tes tripes et fais-toi confiance. Écoute ton instinct et c'est ça qui te rendra heureuse. Ça, par contre, je l'ai compris très tôt. D'être championne, en fait, j'ai très vite compris que j'étais différente. Donc, être championne dans un milieu très normé qu'est le sport. Et à ce moment-là, je connaissais pas le milieu paralympique. C'était pas envisageable pour moi. C'est-à-dire que oui, bien sûr, Marie-Josée Pérec, elle me faisait rêver. Mais tout de suite, je redescendais dans ma réalité et je me rendais bien compte que c'était pas possible. Donc, ça a jamais vraiment été un objectif. Mon objectif, il a vraiment été d'essayer de me rapprocher au plus proche de ce qui m'animait au fond de mes tripes.
tu disais que en fait tu pouvais pas te passer de sport toute petite déjà. Est-ce que c'est le côté défi, c'est-à-dire les enfants quand on leur dit tu peux pas faire ça, ils ont envie de faire ça justement. Est-ce que c'est ça ou c'est quelque chose qui t'a toujours animé parce que c'est peut-être une culture familiale aussi d'être actif et de faire du sport en général? Il y a une culture familiale parce que j'ai des parents qui sont assez sportifs mais pas dans la performance, vraiment sport bien-être. Et puis moi face à toutes ces questions que j'avais, à ce que je pouvais faire avec mon corps, que je pouvais pas faire, le chirurgien n'avait pas trouvé une meilleure réponse que de me dire mais en fait va tester tout ce que tu veux faire. Bien sûr un jour ce sera plus possible mais tant que tu peux, vas-y, parce que c'est comme ça que tu découvriras ton corps en fait. Et c'est vrai, c'est en mettant mon corps en mouvement que j'ai découvert ce qu'il aimait, que j'ai découvert ses limites, que parfois je me suis laissé surprendre à ce qu'il était capable de faire. Et pour moi, il n'y a pas meilleure école que l'activité physique pour se découvrir aussi. Qu'est-ce que tu as? Je sais qu'à un moment donné dans ta vie, tu as été dans la réalité de ne plus pouvoir faire certaines choses, justement au niveau du sport. Mais avant, qu'est-ce que tu as testé comme sport? J'ai testé tous les sports qui me donnaient envie. Donc, j'ai appris à nager, à jouer au tennis, j'ai skié, j'ai surfé, j'ai fait du rugby, du hand, du volley. Wow. Non, j'ai vraiment... Et en fait, à chaque fois que j'avais l'impression de maîtriser techniquement le sport pour prendre du plaisir, je passais à un autre sport. J'allais pas vers la compétition, j'allais pas vers la performance. À ce moment-là, ça m'intéressait pas. Déjà parce que j'avais conscience que mon corps fonctionnait différemment et que ça n'avait aucun sens d'aller me confronter à des gens qui avaient pas le même corps que moi. Ça servait à rien d'aller me mettre dans l'échec aussi facilement. Et un exemple qui est flagrant, c'est qu'en ski, on me fait redoubler ma deuxième étoile parce que, soi-disant, je prends pas assez appui sur une de mes jambes, mais en fait, je pouvais pas. Donc, à un moment donné, il a fallu qu'on aille expliquer au moniteur que j'avais cette différence-là. Et à partir de ce moment-là, il m'a laissé passer toutes les autres étapes et je me suis éclatée sur des skis. Donc, n'empêche que tu as fait comme tout le monde. J'ai fait comme tout le monde. Et tu as réussi. J'ai réussi. Mais du coup, Marie la compétitrice, comme ça, celle qui a besoin d'être la meilleure dans ce qu'elle est. Je pense qu'avec les épreuves et le chemin de vie que j'ai développé une compétitivité interne. C'est un défi avec toi-même? C'est quoi? C'est-à-dire que j'aurais été très mauvaise en sport de combat. Par exemple, au tennis, à l'entraînement, ça se passait très bien, mais en match, j'étais incapable de vouloir écraser l'autre. Ça, j'y arrive pas. J'ai besoin du collectif, moi, pour me sentir bien. Je peux pas en vouloir écraser la personne en face de moi ou à côté de moi. Ce qui fait que les épreuves de cyclisme vont très bien parce que c'est des chronos et que je me bats avec moi-même. Et mon objectif, c'est de battre mon chrono. Le reste, que la meilleure gagne, en fait. Je leur souhaite vraiment de réaliser leur meilleure performance. Et donc, j'ai cette compétitivité qui est très auto-centrée, qui est très interne. Et ça me va très bien. Et justement, c'est peut-être ce côté, enfin ton humanisme, c'est ce qui t'a amené à la médecine. C'est comment on devient médecin, comment on a envie de devenir médecin alors qu'on en fréquente pendant toute son enfance. Moi, j'ai envie de devenir médecin quand je suis jeune, quand je vois ce chirurgien qui, par la médecine, prend soin de moi, qui par l'opération, mine de rien, améliore ma qualité de vie. Et puis j'ai l'impression que c'est un métier passion. J'ai l'impression que on passe sa vie à essayer de rendre meilleure la vie des gens. Et ça, c'est quelque chose qui me touche de toute petite, en fait. Et voilà. Et donc je lâche pas ça malgré mes résultats scolaires, malgré la vie des profs, malgré le peu de croyance que mon entourage a en moi de réussir ses études, je lâche pas et je redouble ma première année quand même, mais au final, j'y suis quoi. Donc, Et si on revient sur alors justement, on parle beaucoup d'humanisme, d'amour. Si on revient sur ces Jeux Olympiques, le public. Ouais. Alors on a
pas l'habitude de voir le public, enfin d'avoir autant de public et aussi acharné, aussi enthousiaste chez les paras déjà. Ouais. C'était quoi? C'était comment? Est-ce que tu as ressenti cet amour au fond de toi? Est-ce que ça t'a, je sais que ça t'a porté parce que j'ai vu, ouais. j'ai lu les déclarations que tu as faites. Mais est-ce que c'est quoi? C'est une richesse? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Ah, c'est une joie qui est incroyable parce que c'est une joie qui est collective. Et ça, pour moi, c'est bien plus beau qu'une médaille. C'est-à-dire que quand une victoire, on arrive à la rendre collective, je pense c'est à partir de ce moment-là qu'on a gagné. Gagner une médaille, c'est bien, ça flatte l'ego. Mais quand on arrive à la faire partager à tous et à toutes, et même aux personnes qu'on ne connaît pas finalement, et qu'on rend cette victoire collective, c'est là où je trouve qu'elle prend vraiment sens. Et quand chaque rencontre de chaque bénévole que je croisais au village, avec ses sourires, avec ses bravos, avec ses merci, les étoiles qu'il y avait dans les yeux des enfants, les mots des parents, tout ça en fait c'est une richesse qui remplit, en tout cas qui a rempli mon cœur et qui n'a pas de prix, et je suis très heureuse d'avoir vécu ça parce que je sais que du coup je vais pouvoir rester longtemps sur mon nuage et que derrière cette médaille-là il y aura énormément d'amour et il y aura énormément de personnes, et ça apportera une saveur particulière à ces médailles. Encore aujourd'hui, dès que tu passes quelque part, j'ai vu, on t'applaudit. Oui. Donc, tu as marqué les esprits pour plusieurs raisons aussi. Ce qui me rend fière, c'est que, oui, quand je passe quelque part, on m'applaudit, mais on me partage surtout les émotions que j'ai fait vivre. Et je suis très heureuse qu'au final, quand les gens m'arrêtent dans la rue ou à des événements qui fassent passer la médaille au second plan et qu'ils expriment d'abord merci pour les émotions que vous m'avez fait vivre. Et ça, pour moi, c'est magique. Les émotions, il y a eu cet enthousiasme et cet amour qui a été partagé avec ta compagne, ouais. et Soraya. Et ça, c'est quelque chose de totalement assumé chez toi, ouais. Complètement, ouais. Revendiqué même. Dans le sens où tu t'es dit que ça serait viral et que ça pourrait avoir un impact pour les autres. Est-ce que tu as mesuré que ça pouvait peut-être... Je l'ai pas vraiment calculé. Après, quand on a un minimum de visibilité, c'est bien d'avoir conscience que l'intime est politique. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, ça aura un impact chez quelqu'un ou et c'est vrai que quand je gagne, j'avais vraiment cette volonté d'aller remercier et témoigner tout mon amour à Soraya, ma compagne, parce que ça a été un pilier et on se préoccupe peu de ces piliers-là dans le sport de haut niveau, et elle méritait que je lui adresse en premier ma reconnaissance. Mais je savais qu'en l'embrassant publiquement, ça allait toucher ne serait-ce que le public du Vélodrome. Peut-être que la photo, peut-être que il n'y aurait pas eu de captation de ça et que ça tournerait pas aussi autant que ça a tourné. Mais je savais que ça toucherait ne serait-ce que les gens autour d'elle. Et ça, pour moi, c'était important de donner la visibilité, de partager l'image d'un amour libre, d'un amour, libre et assumé et fier et c'était important et on a tellement eu de merci pour ça que je regrette vraiment pas. Et tu as évidemment, c'était pas du tout calculé, mais est-ce que tu sais aujourd'hui, ou est-ce que tu peux imaginer aujourd'hui que ça aurait pu se retourner peut-être contre toi? Il y a beaucoup d'agressivité, de méchanceté parfois sur les réseaux. Est-ce que c'est quelque chose, tu es prête à ça ou ça t'est égal? Bien sûr que j'en ai conscience. À partir du moment où je décide d'exposer mon couple sur les réseaux, au public, on en a conscience, mais j'ai envie de vous dire, quand on appartient à cette communauté, dès qu'on décide d'exposer son couple dans la rue, on est obligé d'avoir conscience qu'on s'expose à de la violence. C'est malheureux d'en être encore là aujourd'hui, mais c'est la réalité. Et donc bien évidemment, quand il se passe ce qui se passe, même si c'est à la base c'est un message de joie dans ma tête et dans celle de Soraya, il y a forcément on peut être aussi recevoir des messages de haine, décevoir des gens. J'ai reçu quelques témoignages déçus mais qui pour moi relèvent du coup de l'homophobie.
Mais ça vaut pas tout l'amour et toutes les émotions qu'on a reçues en échange, tous les merci. Ça vaut pas tout ça. Et puis c'est de l'amour. Et c'est de l'amour. Et puis quand on est préparé à recevoir de la haine, on se protège aussi. Moi, c'est sûr que pendant les jeux, je ne lisais pas les commentaires qu'il y avait sous mes publications. J'allais pas lire ce qui se passait dans les médias. Je m'étais assez protégée. Aujourd'hui encore ? Je me protège encore beaucoup. Je passe peu de temps sur les commentaires qui sont en dessous de mes publications. C'est clair. Et on a des progrès à faire dans le sport à ce niveau-là quand même. Hein. Il y a beaucoup de progrès à faire et je pense qu'un exemple qui l'illustre très bien, c'est toute la haine qui est ressortie après cette cérémonie d'ouverture et toute la haine qu'a reçue pas mal d'artistes qui participaient à ce beau tableau sur le pont. Voilà, pour moi ça a été... ça a juste mis en lumière le manque d'inclusion qu'il y avait encore dans la société française et tout le travail qui restait à faire. Encore plus dans le sport ou c'est pas plus, pas moins, c'est la même chose d'après toi ? Je dirais c'est pas plus, pas moins, si ce n'est que dans le sport de haut niveau, quand on regarde la représentation dans les athlètes français de la communauté LGBT, il y en a quasiment pas. Et sauf que le jour où on sera inclusif, c'est le jour où on aura autant de pourcentage dans la société générale que dans le sport de haut niveau. Et ce jour-là, il n'est pas encore arrivé. Donc ça montre bien que le sport n'est pas si bienveillant et inclusif envers certaines minorités. On a encore des progrès à faire là-dessus. Mais il y a toujours des progrès à faire. Il y a toujours des progrès à faire. Le médecin que tu es, il se dit pas qu'il est allé, que tu es allé un peu loin avec ton corps, parce que moi j'ai l'image du podium et t'es pas bien. Tu nous as fait vivre un truc de fou et là on te voit au bord du malaise quand même. Il y a eu malaise. Il y a eu malaise. Après, ce malaise-là, je sais pas que je le connaissais, mais bon, déjà le sport de haut niveau, surtout quand on pratique un sport comme le mien qui est très physiologique, pour moi c'est pas très bon pour la santé, en toute objectivité. Mais c'est des sensations que je connaissais, c'est-à-dire que quand la poursuite comme ça, c'est un effort qui est très lactique, c'est un effort qui va produire beaucoup de toxines musculaires et on va arriver à la fin de l'effort, on va se sentir très mal et moi ces séances-là, il me faut parfois 1 heure ou 2 heures pour m'en remettre à l'entraînement. Donc c'était pas étonnant que je sois pas bien sur le podium. D'autant plus que pendant l'épreuve, j'ai connu cette magie-là qui est que le cerveau se déconnecte du corps. Et donc je ne sentais pas la douleur. Et elle m'est apparue, elle m'est revenue en pleine face au moment où on me demande d'aller dans le couloir pour aller au podium. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me suis vraiment pas sentie bien. Et puis je suis une nature assez hypersensible et donc je réalisais peu à peu que je vivais mes derniers moments en compétition. C'était beaucoup d'émotions pour moi. Je vivais aussi la tristesse de ma coéquipière à ce moment-là qui m'a beaucoup impactée. Et tout mélangé, le corps a juste pas pu, mais... C'est une charge émotionnelle énorme. Ouais, mais je pense que c'était juste la réaction, on va dire, normale de la situation. T'es pas affolée, t'es médecin, tu sais, t'es pas affolée. Je sais pas que je me suis pas affolée, mais je connaissais un peu les sensations et voilà. Alors justement, la douleur, ça se transcende ? Là, elle s'est transcendée. Ouais. Là, il y a eu de l'adrénaline... à non plus finir pour pas la faire ressentir la douleur. Et c'est vrai que là-dessus, le corps humain parfois est assez incroyable. Médecin, alors comment tu exerces ta profession ? Comment tu es quel genre de médecin en fait ? Je suis médecin généraliste. J'ai pour le moment exercé que sous forme de remplaçante. Et je vais reprendre là dans pas longtemps. J'avais mis sur pause quand même pendant les Jeux. Tu reprends plus tard. Je reprends en janvier. Ouais. Pour me laisser le temps justement d'évacuer toutes les émotions de ces Jeux, de me laisser le temps de redescendre s'il y a une redescente qui doit se faire, et puis surtout de réfléchir aussi à quel héritage et comment j'ai envie d'être actrice de cet héritage des Jeux. Et pour ça, je ressentais le besoin de pas foncer tête baissée dans un quotidien de médecin. On sait qu'une fois qu'on y est, c'est quand même assez prenant. Donc je voulais me laisser le temps et je crois que j'ai eu raison
de prendre cette option-là. Et quel médecin je suis, je pense que je vais le redécouvrir. Je pense que ma carrière dans le sport de haut niveau m'a fait déjà en apprendre plus sur moi-même, et à partir de ce moment-là, je pense que la médecine, ma médecine en tout cas, sera forcément différente d'avant. C'est sûr. Et qu'est-ce que tu aimes dans la médecine en fait ? Qu'est-ce qui te plaît ? C'est cet élan vers l'autre ? C'est soigner ? Ce que j'aime dans la médecine, c'est la rencontre. C'est rencontrer l'autre dans sa globalité, avec tout ce qui va le ou la composer, et du coup de soigner en prenant en considération tout ça. Voilà, c'est d'essayer, c'est vraiment ça qui me... Toujours l'humain au centre de ta vie et de tes préoccupations. Ouais. Le handicap dans le sport, on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire, en fait, voilà, il y a dans les paras, les handicaps sont différents. Et c'est compliqué, du coup, parce que parfois, c'est pas très juste dans les compétitions. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que la vie est juste ? Non, c'est vrai qu'il y a des classifications qui sont pas, qui sont critiquables, qui sont discutables. Après, moi, je trouve que l'image qu'on renvoie en tant qu'athlète para, et avec peut-être ces différences qui parfois peuvent être difficiles à vivre, c'est aussi une image et un message qu'on peut faire passer au milieu olympique, où on essaye de tout standardiser, où on essaye d'aller contrôler les athlètes sur leur taux de testostérone, où on en est à faire forfait sur un combat de boxe parce que soi-disant la combattante en face fait trop masculine et que c'est injuste. Et du coup, on en est à faire développer une certaine haine et une certaine forme d'exclusion. Voilà, moi je trouve que l'exemple qu'on montre en tant qu'athlète para, et en prenant part à des compétitions où peut-être que nos handicaps sont pas vraiment les mêmes, on montre qu'on qu'on est là pour partager des valeurs et ne pas être trop dans le jugement et dans cette binarité qui parfois, enfin même pas parfois, qui est excluante. Oui, tous ensemble et tous différents. Ouais. Et puis c'est surtout qu'en tant qu'athlète para, avec ces jeux, on a quand même montré que peu importe le corps qu'on avait, peu importe l'âge aussi, le sport est adaptable. Et l'activité physique l'est. Et ça, je trouve que c'est un message qui est extrêmement fort. C'est que n'importe qui sur cette terre, il est entouré des bonnes personnes, ou elle est entourée des bonnes personnes, peut mettre en mouvement son corps et peut découvrir un autre plaisir. Et ça, c'est important. Alors, le fait que tu sois sportif de haut niveau, ça t'a permis d'avoir justement, de porter ta voix. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta nouvelle vie, est-ce que c'est pas quelque chose qui va te manquer ? Est-ce que tu vas porter en fait tes combats différemment ? Mais tu vas pas lâcher, j'imagine. Non, je vais pas lâcher. C'est aussi pour ça que je prends le temps de pas me remettre trop vite au travail. C'est pour savoir sous quelle forme je veux pas les lâcher. Et ça va passer peut-être par des conférences en entreprise. Ça va passer par intégrer des missions de réflexion autour de l'inclusion dans le sport. Donc voilà, ça nécessite quelques rencontres avec des gens, des discussions, et de réfléchir au format le plus efficace, mais je compte pas arrêter. On ne lâche rien. Non, on ne lâche pas. Rien. Alors, médecin militaire, pourquoi l'armée ? Je suis plus militaire. Oui, mais au départ, c'était ça, 10 ans sous les drapeaux, je crois. 10 ans sous les drapeaux, oui, parce que j'arrive à la fin de ma terminale où j'ai quand même conscience que je suis pas une très bonne copine du système scolaire, et que pour pouvoir réaliser mon rêve de médecin, il va me falloir un cadre assez strict. D'accord. Parce que j'ai conscience qu'il me manque de l'autonomie dans l'apprentissage, qu'il me manque une certaine rigueur. Et à un salon de l'étudiant, je découvre cette voie-là, et je décide toute seule, sans même prendre l'avis de mes parents, de me lancer là-dedans, et voilà. Et voilà. Marie, la pianiste, ouais. Tu joues quoi ? Alors là, je joue plus trop, mais c'est vrai que j'ai fait une bonne dizaine d'années au conservatoire. D'accord. Avec toujours du travail, la rigueur et tout. Marie.
Mais encore une plutôt fois, classique. je suis plutôt classique. Classique. Ouais. J'aimais beaucoup Chopin, Schubert, Brahms, donc classique romantique même. Mais c'est surtout que j'ai été accompagnée pendant toute mon aventure classique par la même professeure. Et encore une fois, c'est une question de rencontre. Et voilà. Marie photographe. Marie photographe, je commence, ouais. Ça fait, c'est grâce à ma compagne que je découvre la photo et en particulier la photo l'argentique. Elle est actrice. Elle est comédienne. Actrice, ouais. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup porté pendant ma préparation paralympique. Parce qu'en fait, l'argentique, pour moi, nécessite ce moment de se connecter au moment présent, de contempler un peu tout ce qu'il y a autour de soi pour prendre le bon cadre, la bonne lumière. Se préparer. Et c'est vrai que ouais, dans une préparation paralympique, on est vraiment dans la projection, on est tout le temps en train de se dire, il va y avoir les jeux. Et là, la photo, moi, elle me permettait de profiter du moment. Et c'est quelque chose que j'ai fait au village en essayant de photographier tous les gens qui avaient œuvré au village, que ce soit les personnes de l'entretien de nos chambres, à la laverie, aux bénévoles, aux personnels de sécurité. Et on en revient aux rencontres, mais j'avais à cœur de prendre ce moment-là pour eux et pour elles, et de profiter de cet instant présent comme ça. Marie qui aime les Lego. Oui. Tu construis quoi ? Alors, je construis... parfois, ça m'arrive de construire... quelque chose de totalement abstrait et de laisser mon esprit empiler les pièces. Et puis souvent j'achète une boîte de Lego, un peu comme on achète un puzzle, et c'est vrai que ça me permet de me mettre dans ma bulle, ça me permet d'être concentrée sur autre chose, et à ce moment-là j'oublie un peu le reste et ça fait du bien. Ça vide la tête. Ouais. C'est très bien. À 36 ans ? Ouais. 36 ans, c'est le bon âge pour arrêter ? Ah, c'est mon bon âge en tout cas. Et arrêter au sommet, c'est ce qu'il y a de mieux. Je crois que c'est un des privilèges que je m'offre parce que on peut arrêter en tant que sportif de haut niveau sur non-sélection, sur blessure, sur contre-performance. Et c'est vrai que moi, ça fait 3 ans que j'ai décidé que c'était à ce moment-là que j'arrêtais. Et mon entraîneur Grégory Boger m'avait un peu ouvert la voie lui aussi en choisissant le moment où il allait arrêter. Et j'ai assez vite compris que si je choisissais, l'arrêt serait peut-être moins brutal. Et je pense que j'ai pas eu tort. Et en plus, mon corps aujourd'hui me remercie d'arrêter, je pense. Je l'ai vraiment... en tout cas, il m'a vraiment... donné tout ce qu'il pouvait me donner, et je l'ai amené au bout, et là aujourd'hui je pense que faut que je prenne le temps de le remercier et de prendre soin de lui, donc c'était le bon moment. C'est le bon moment. Ça va pas te manquer ? 25 heures d'entraînement hebdomadaire, ça va pas te manquer tout ça ? Je pensais que ça allait me manquer. Après, je me rends compte que j'ai du mal à me détacher du rendez-vous journalier de faire du sport. Donc je fais ma séance de sport tous les jours, mais ça reste du sport plaisir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion de performance. Si je veux faire 1 heure de yoga, c'est 1 heure de yoga. Si je veux faire une séance un peu plus cardio, ce sera du cardio, et en fait je me laisse porter par ce dont mon corps a envie, et ça c'est une liberté qui n'a pas de prix. Qu'est-ce qui te fait te challenger ? Qu'est-ce qui fait que tu veux toujours être plus ? Enfin, tu veux toujours plus. Tu veux toujours plus dans une limite réfléchie aussi, mais tu veux toujours plus. Tu as besoin d'être la meilleure. En fait, j'ai surtout besoin de me connaître. Et donc, en fait, c'est en voulant me connaître que je vais explorer certains horizons. Et c'est vrai que, par exemple, à Tokyo, j'aurais pu m'arrêter là, en fait. Mais j'avais besoin d'explorer autre chose. Et je crois que j'avais besoin d'explorer des jeux dans un environnement bienveillant. Et voilà, et en fait à chaque fois je suis mon instinct, mais je pense dans l'objectif de toujours rester alignée avec moi-même, parce que finalement c'est, en tout cas personnellement, c'est ce qui me rend heureuse. Tu as un mantra, tu as une devise, tu as quelque chose qui te permet on va dire, de revenir, de t'accrocher à ce que tu es toi, au fond de toi? J'ai pas un mantra tout fait comme ça, comme un dicton ou une citation, mais c'est vrai que cette notion d'alignement avec moi-même, c'est quelque chose auquel
je m'accroche dur parce que derrière, il y a le plaisir, derrière, il y a l'apaisement et surtout, derrière, il y a l'absence de jugement. Et cette absence de jugement, il fait du bien parce que ça nous permet, enfin moi, ça me permet d'être libre et de me déconnecter du regard des autres. Et ça, c'est une liberté qui encore une fois n'a pas de prix. Championne, c'est dans ton ADN. Ouais, championne, pas forcément par les médailles, mais championne de quoi, je sais pas. De la vie, de la vie, ouais, de l'amour, de l'amour peut-être, de la générosité, de l'humain. Mais de on est l'autre. tous champions, on est tous. Je pense qu'on est tous voués à être champions et championnes. Et le plus beau, c'est quand on arrive à le partager. Marie, merci infiniment pour ce partage qui était magique. Merci à vous, merci beaucoup. C'était génial.